mon parcours est assez simple. En fait, j'ai fait mes études à Nanterre, mes études d'histoire à Nanterre. Je suis allé, jusqu'à, ce qui s'appelait à l'époque un magistère, un DEA, aujourd'hui un master 2, en histoire. Je suis devenu, titulaire, en 2000 et j'ai enseigné, à la Sorbonne, donc depuis 96, jusqu'à aujourd'hui, l'histoire des Balkans à l'UFR d'études slaves. Entre-temps, j'ai présenté une thèse, mais de sciences politiques sur un mouvement particulier d'intellectuels marxistes, justement en Yougoslavie, dans les années 60. J'enseigne toujours l'histoire des Balkans en tant que historien et politiste à la Sorbonne, plus exactement au centre Malesherbes, là où se situe l'UFR d'études slaves. Et en même temps, j'assure des cours de sciences politiques à Nanterre. Mes origines sont effectivement yougoslaves, je suis né en France, mais par hasard et j'ai passé, toute mon enfance, à Belgrade en Serbie, en fait, et je suis arrivé, à l'âge de, 6 ans, en France. Pour comprendre, ce que l'on appelle dans le jargon professionnel la seconde Yougoslavie, c'est-à-dire, celle qui court de 45 à 91, il faut déjà, comprendre un peu, la première, c'est-à-dire, celle qui a existé entre 1918 et 1941. Parce que, en réalité, les prémices des problèmes qu'on rencontrera, tout au long de l'existence de ces 2 Yougoslavies sont déjà présents, dans l'entre-deux-guerres. D'abord, le fait que la première Yougoslavie, celle qui est proclamée, le 1er décembre 1918, ne fait pas consensus, était, largement favorisée par, les Français et les Britanniques. Elle a été défendue et portée à bout de bras en tant que projet par le gouvernement serbe de la guerre. Et la situation d'ailleurs est particulièrement complexe puisque les Serbes combattent du côté de la Triple Entente et sont les alliés des Français et des Britanniques, alors que les Croates et les Slovènes combattent du côté des Habsbourg et donc sont les alliés de la Triplice. Ce qui veut dire que, au lendemain de la Première Guerre mondiale, on va voir se réunir des gens qui ont combattu dans 2 camps adverses. En fait, ils n'ont pas du tout la même vision de l'État. Les Serbes, ont une culture politique, très proche de celle des Français et d'ailleurs largement influencée par, la culture française, ne serait-ce que parce que la dynastie, des Karađorđević est une dynastie très proche de la France et de la Russie. Donc ils ont une vision de l'État qui est une vision, très centralisée, avec un État fort et ils misent sur, une vision unitariste, de la Yougoslavie, alors qu'à l'inverse, les Croates et les Slovènes, sortis de l'empire des Habsbourg, ont une vision de l'État beaucoup plus décentralisée et aspirent en réalité à un modèle, peu ou prou, fédéral. C'est intéressant de noter que la première constitution n'est votée que 2 ans et demi après la proclamation de l'État. Ça montre bien que ça a été compliqué et en fait, au moment de ce vote, le principal parti croate, s'est abstenu, et le parti communiste, lui, était interdit. Donc sur 419 députés, 119 étaient absents, ce qui, en plus, obère la légitimité de cette constitution. Voilà. Et du coup, il s'est avéré très rapidement que le pays était largement ingouvernable sur le plan politique. Les crises politiques se sont succédées. L'instabilité ministérielle est devenue carrément chronique. 20 gouvernements en 10 ans.
le 6 janvier 29, Alexandre Karađorđević proclame la dite dictature d'Alexandre. Donc, il abolit le système constitutionnel parlementaire et la monarchie devient une monarchie autoritaire. Ce qui veut dire concrètement, évidemment, abolition des droits individuels et civiques, interdiction de la plupart des partis, censure, etc. En fait, tout ce qui caractérise un régime autoritaire. Et cela n'a fait qu'aggraver évidemment les choses, ça a rendu les tensions encore plus fortes. Et le pays, du coup, était en difficulté dans la mesure où il était plus que désuni. Par ailleurs, ça correspond quand même à une période européenne que l'on connaît tous. La montée des périls commence et cela n'arrange absolument pas les affaires de ce pays qui, par ailleurs, est contesté par toutes les puissances qu'on disait à l'époque révisionnistes, justement, c'est-à-dire qui n'étaient pas d'accord avec les traités de paix issus de la Première Guerre mondiale. Donc voilà un pays qui est instable à l'intérieur, menacé à l'extérieur par un environnement très hostile. Et là-dessus arrive le fameux attentat de Marseille, 9 octobre 1934, qui a été à la fois perçu et compris comme révélateur d'un certain nombre de dysfonctionnements. La France elle-même était sous le coup de la Grande Dépression. Elle est dès lors en difficulté pour honorer ses engagements auprès de la Yougoslavie. Donc, elle ne l'aide plus forcément autant qu'auparavant. Les Yougoslaves se sentent largement abandonnés. Et à côté de cela, on sait quel a été le parcours de l'Allemagne hitlérienne. Donc la Yougoslavie, de plus en plus, eh bien, comprend qu'elle est assez isolée, ce qui va conduire les Yougoslaves, de fait, vers une sorte de neutralité, parce que l'Allemagne est un marché plus intéressant que la France. Pendant la Seconde Guerre mondiale, évidemment, le pays, après avoir subi une guerre éclair, à l'instar de toutes celles que l'Allemagne nazie a livrées, en l'occurrence, le premier bombardement, celui de Belgrade, le 6 avril 1941, inaugure l'agression allemande et le Blitzkrieg va durer à peine 11 jours et le 17 avril, la Yougoslavie capitule sans condition. À ce moment-là, elle est dépecée, partagée et occupée par 4 pays, rien de moins, puisque l'Italie fasciste, l'Allemagne nazie, la Hongrie de Horthy et la Bulgarie. Donc l'Italie fasciste et l'Allemagne nazie se mettent d'accord pour donner naissance à un État indépendant de Croatie, un État satellite, gouverné par le fameux Ante Pavelić, l'Oustachi, qui va instaurer un régime à la fois antisémite, anti-serbe, anti-tzigane, et qui va mener sur son territoire une véritable extermination de toute une partie de sa population. Je pense même qu'on peut parler objectivement de génocide au sens strict du terme. Ce qui va aboutir, d'après les études les plus sérieuses, à environ 350 000 victimes sur le seul territoire de la Croatie. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les communistes, en réalité, ne pratiquent pas, je dirais, une forme de travail critique et de catharsis historique en laissant les historiens travailler librement. Donc le travail qui a été fait en Allemagne, par exemple, n'est pas fait en Yougoslavie, ce qui veut dire qu'on va assister finalement à une forme d'oubli sans vérité et donc sans pardon. Et ça, c'est très important parce que ça veut dire que les mémoires, qu'elles soient croates, bosniaques, serbes, par exemple, en l'occurrence, eh bien, resteront à l'état
où elles étaient au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, sans qu'il y ait eu un travail critique, intellectuel, scientifique, qui aurait permis de travailler cette mémoire pour éviter qu'elle ne donne un abcès de fixation et finalement ce que l'on sait par la suite. Voilà. Et ça, c'est très important à connaître. D'autre part, un autre élément très important pour mieux comprendre les années 90, c'est que sur le territoire de la Yougoslavie, non seulement il y a le schéma classique que l'on rencontre ailleurs en Europe, c'est-à-dire une lutte entre les occupants, les résistants, mais au sein même de la résistance yougoslave, il y a une résistance communiste, celle de Tito, et puis il y a une résistance monarchiste, celle de Draža Mihailović, qui est reconnue par le gouvernement en exil à Londres. Le problème, c'est que contrairement à la France, personne ne réussira à unifier cette résistance. Au contraire, dans la mesure où les communistes yougoslaves veulent en même temps mener une révolution, eh bien, ça va donner une guerre civile supplémentaire. Le titisme est en réalité une espèce de stalinisme entre 45 et 50. Alors, de nombreuses questions se posent. Est-ce que le régime que Tito met en place entre 45 et 50 et qui vraiment coche toutes les cases du stalinisme, c'est-à-dire collectivisation forcée, planification, économie dirigée, etc., monopartisme évidemment, cela va sans dire. Est-ce que c'est uniquement une forme de copie conforme ou est-ce que c'est plus que cela? Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est beaucoup plus subtil en réalité. D'abord, Tito choisit un modèle de développement. Pour lui, le stalinisme, c'est certes une idéologie, c'est certes un régime politique, il est communiste depuis sa jeunesse, donc c'est presque naturel pour lui, ça va de soi, mais en même temps, c'est un modèle de développement. C'est-à-dire qu'on a affaire à un pays qui n'a quasiment pas de bourgeoisie, pas de capitalistes, pas de capitaux. Donc, il faut absolument, si on veut le développer, mobiliser toutes les énergies intérieures. Et l'une des façons de mobiliser ces énergies intérieures, c'est d'avoir un État fort, un État centralisé, un État planificateur qui se substitue justement à cette bourgeoisie qui n'existe quasiment pas. Donc, pour Tito, c'est le premier point. Ensuite, il y a une dimension souveraine. Ce qui est très intéressant dans le communisme yougoslave, mais probablement pas uniquement dans ce cas-là, c'est que communisme, pour les Yougoslaves, n'est pas contradictoire avec nationalisme. Et il faut bien comprendre que Tito a déjà des relations complexes avec Staline depuis la Seconde Guerre mondiale. Staline avait planifié avec Churchill d'ailleurs, au moment de la conférence de Téhéran, un partage de la Yougoslavie, le fameux 50-50, donc 50% à l'ouest pour Churchill et 50% à l'est pour Staline. Et en fait, Staline, en tant qu'allié des Occidentaux, ne voulait surtout pas que Tito mène une révolution en même temps que la résistance. Et Tito n'en a pas tenu compte. Donc là, déjà, le torchon brûle. La fameuse rupture Tito-Staline, que le monde entier connaît et qui a fait l'image de Tito dans le monde, eh bien, est une rupture qui en réalité a été largement initiée par Staline, contrairement à ce que souvent on croit et on imagine, subie par les Yougoslaves, mais Staline initie cette rupture parce qu'il a affaire de plus en plus à quelqu'un qui est incontrôlable à la veille de la guerre froide. Donc, il veut resserrer les rangs, il veut absolument mettre l'Europe de l'Est en ordre de marche dans la perspective de la guerre froide. Et donc, Tito est une espèce de trublion qui le gêne, dont il ne veut pas, d'où la rupture. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que la Yougoslavie va devoir réinventer son communisme à la suite de cette rupture. Donc c'est la rupture initiée par Staline qui induit la redéfinition du communisme yougoslave.
Et c'est la naissance de l'autogestion. Et à terme, ce sera la naissance aussi du non-alignement à partir du début des années 60. Donc, il y a eu ce premier étitisme, et ensuite, à partir de 1950, il y a cette deuxième période qui s'ouvre d'une Yougoslavie autogestionnaire. La première loi autogestionnaire yougoslave date de 1950, et là, la Yougoslavie imagine un modèle autogestionnaire, elle essaye de le mettre en place, et elle le met en place en fait de plus en plus, aussi bien dans le domaine économique et social que dans le domaine politique. Donc là s'ouvre une nouvelle période, et cette période est vraiment extraordinairement complexe dans la mesure où elle a été imaginée initialement comme un nouveau modèle de développement, destiné en grande partie à intégrer économiquement le pays, unifier le modèle sur l'ensemble du territoire, alors que les niveaux de développement sont très disparates entre un ouest yougoslave qui a été habsbourgeois et qui véritablement est beaucoup plus développé et riche que la partie sud et est, et bien là, l'autogestion est imaginée aussi comme un moyen d'homogénéiser le tissu économique yougoslave, le marché yougoslave, et donc on est bien face à un modèle qui veut promouvoir une forme de citoyenneté yougoslave. Et sur le plan politique, ce moment est d'autant plus favorable à une unification, à une union sacrée yougoslave que à la menace que constituait évidemment la situation de la Seconde Guerre mondiale succède désormais la menace soviétique et celle carrément du bloc de l'Est, puisque il y a eu rupture. Et donc tout cela favorise une unité manifeste qui est clairement présente dans les discours. L'isolement par rapport au pacte de Varsovie, par rapport au Cominform, par rapport au bloc de l'Est en général. Ce qui va d'ailleurs amener l'économie yougoslave au bord du précipice, quasiment jusqu'à l'asphyxie, d'autant que l'économie yougoslave va jouer de malchance. L'été 49 a été un été terrible avec une sécheresse monstrueuse, et donc le pays est à deux doigts de l'écroulement. Mais alors pour le coup, ça va forcer les Yougoslaves à s'ouvrir s'ouvrir à l'Occident et accepter que l'Occident les aide. Donc, ils vont le faire de manière extrêmement discrète parce que idéologiquement, c'est difficilement soutenable, mais ils vont accepter, et cela va d'ailleurs susciter je dirais, un certain espoir en Occident. Les Américains comme les Français ont cru que peut-être la Yougoslavie basculerait du côté occidental à ce moment-là. Finalement, ils ont compris qu'il n'en serait rien, en tout cas pas pendant la période Tito. Donc, mais il n'empêche que la Yougoslavie coopère énormément à partir de ce moment-là avec l'Occident. Et même, je dirais presque, avec l'OTAN par l'intermédiaire de la Grèce et de la Turquie. Donc, on voit bien que, en réalité, Tito donne une définition finalement assez subtil à ce qu'il appellera un jour le non-aliment, qui fera qu'il continuera quand même à coopérer avec les uns, avec les autres. Je dirais presque que plutôt que de non-alignement, il faudrait parler de neutralité pragmatique de la part de la Yougoslavie. Alors, ce qui va caractériser cette période des années 60, c'est que finalement, plusieurs éléments vont concourir à donner un visage neuf à nouveau à la Yougoslavie, encore une autre nouveauté, si j'ose dire, à savoir que
D'abord, on s'éloigne lentement mais sûrement de la Seconde Guerre mondiale. D'autre part, on s'éloigne aussi de la rupture Tito-Staline. Il y a eu d'abord disparition de Staline, ensuite le 20e congrès du Parti communiste d'Union soviétique, avec la condamnation par Khrouchtchev des agissements de Staline. Et petit à petit, on assiste à un rapprochement entre la Yougoslavie et l'Union soviétique sous l'ère Khrouchtchev, ce qui va détendre aussi l'atmosphère en Yougoslavie. La Yougoslavie va se sentir moins menacée, elle va reconnaître que son environnement est a priori moins hostile. Alors, il va y avoir à nouveau un pic de fièvre avec l'invasion de la Tchécoslovaquie en 68, mais il y a une période où on a l'impression que les choses vont beaucoup mieux. Et donc, cette atmosphère, je dirais, plus rassurante, va induire des effets intéressants en Yougoslavie, à savoir que le yougoslavisme va être moins mobilisateur, l'union sacrée va paraître moins nécessaire, et le consensus va laisser place à un début de polémique, de divergence sur un certain nombre de questions. Dès la fin des années 50, l'un des grands leaders du Parti communiste yougoslave, le Slovène Edvard Kardelj, va publier un ouvrage sur la question slovène en 1957. Donc, on voit bien que revient sur le devant de la scène la question nationale spécifique, en l'occurrence slovène. Et puis, en 1961, on va assister à une polémique intellectuelle très intéressante par médias interposés entre le fameux Dobrica Ćosić et l'écrivain slovène Dušan Pirjevec sur justement le concept de yougoslavisme et sur ce que signifie la notion même de culture yougoslave. Et en réalité, pour le Serbe Dobrica Ćosić, l'idée yougoslave, la citoyenneté yougoslave, la culture yougoslave ne sont pas seulement des concepts, c'est une réalité. Et il prône justement l'évolution de la Yougoslavie vers un État-nation sur le modèle français, avec une nation politique yougoslave qui transcenderait les nations ethniques qui composent la Yougoslavie et qui deviendrait une réalité supranationale, mais complètement intégrée, exactement sur le modèle français. Et donc, on voit bien qu'il reste fidèle à cette vision, finalement présente au sein du Parti communiste yougoslave depuis sa création, ce que les Yougoslaves appellent l'aile droite du Parti communiste, plutôt représentée par une bonne majorité de communistes serbes. À l'inverse, le Slovène Dušan Pirjevec explique que pour lui, la Yougoslavie, certes, est une réalité, mais c'est une réalité en fait assez abstraite, conceptuelle, que c'est une union de peuples qui s'est constituée pour des raisons historiques, pour des raisons géopolitiques, mais que l'attachement des peuples est en fait un attachement qui se fait à l'échelle de la nation ethnique. Donc lui reconnaît l'existence d'un peuple slovène et de peuples au pluriel constitutifs de la Yougoslavie, les Croates, les Serbes, les Macédoniens, les Monténégrins, etc. Mais que la notion de peuple yougoslave ne lui paraît pas pertinente au singulier. De la même façon, il considère que la culture ne peut être qu'une culture nationale au sens ethno-national et pas une culture yougoslave. Et donc, on voit bien à ce moment-là, parce que ce sont quand même deux monstres sacrés du paysage culturel yougoslave, on voit bien que les tensions nationales commencent en fait à réémerger.
Et ça va être confirmé par des moments, je dirais, encore plus tendus. En effet, en 1967, les intellectuels croates rédigent une déclaration sur la langue croate, en fait, plus exactement une déclaration sur la situation de la langue croate, dans laquelle ils donnent à comprendre clairement qu'ils estiment que le croate est menacé par le serbo-croate, ce qu'on a appelé le serbo-croate ou croato-serbe, c'est-à-dire en fait la fusion des deux langues. Et donc, dans cette déclaration, ils disent que le serbo-croate est finalement une opération d'absorption du croate par le serbe. Et ce qui va frapper les esprits, c'est que ça n'est pas un tout petit groupe d'intellectuels que l'on pourrait qualifier de nationalistes qui souscrit et qui signe. Ce sont véritablement les institutions de Croatie les plus importantes. C'est une communauté intellectuelle très large dans laquelle on compte parmi les plus grands noms de la sphère intellectuelle et culturelle croate. Et parmi les signataires, notamment le compagnon de route du Parti communiste yougoslave, Miroslav Krleža, qui pourtant a été résistant, a été compagnon de route, a lui aussi participé à la création de la Yougoslavie dans la sphère culturelle et intellectuelle. Donc ça va vraiment frapper les esprits. Et évidemment, comme c'est souvent le cas en Yougoslavie, il y aura une réponse du berger à la bergère, à savoir que une partie des écrivains serbes, et pour le coup, c'est beaucoup plus restreint. C'est-à-dire que là, en Serbie, ça n'a pas pris les proportions que ça a connues en Croatie, mais tout de même, une partie des écrivains serbes ont rédigé ce qu'ils ont appelé proposition au sujet de la langue serbe, où ils ont dit en substance, très bien, nous applaudissons des deux mains ce que disent nos collègues croates, à savoir que nous pensons exactement la même chose pour le serbe. En effet, le serbo-croate est une langue artificielle dont on a décidé la constitution à partir du milieu du 19e siècle, mais de manière purement intellectuelle, sans fondement historique et surtout linguistique. Et donc, il plaide à ce moment-là en faveur d'un retour à la langue serbe dans les territoires où les Serbes sont majoritaires, nombreux, un retour au cyrillique pur et dur, c'est-à-dire que contrairement à ce qui existait, au lieu que l'on enseigne aux enfants les deux alphabets, eh bien là, les écrivains serbes réclamaient que ce soit exclusivement le cyrillique. Donc on voit bien là aussi la teinte nationaliste absolument claire qui répondait en écho à la déclaration croate. Par ailleurs, à ce nationalisme linguistique et culturel qui gagnait en puissance, on a vu apparaître aussi ce même nationalisme dans le domaine religieux, à savoir que les églises, à ce moment-là, ont fait entendre leur voix, respectivement l'Église catholique en faveur de l'identité croate, l'Église orthodoxe en faveur de l'identité serbe, et au sein de l'Église orthodoxe serbe, on a eu un phénomène qui nous rappelle un peu ce qui s'est passé récemment avec l'Ukraine, c'est-à-dire que l'Église orthodoxe serbe était en fait l'Église aussi des Monténégrins et des Macédoniens. Et là, on voit apparaître chez les Monténégrins et les Macédoniens une volonté d'autonomie et de création d'églises orthodoxes, respectivement monténégrines et macédoniennes, autocéphales. Tous ces éléments-là, additionnés, ont vraiment donné le sentiment qu'on voyait ressurgir en Yougoslavie les vieux démons du nationalisme, nationalisme linguistique, nationalisme politique, nationalisme identitaire. Et là-dessus est venu s'ajouter, bien évidemment, un nationalisme économique. Et c'est un élément qu'il faut avoir en tête parce qu'il a, là aussi, à côté de tout ce qu'on vient d'évoquer, largement contribué à ce qui va se déclencher dans les années 80. Ce nationalisme économique est en effet fondamental.
je l'ai dit précédemment, on a des inégalités de développement qui sont vraiment criantes en Yougoslavie. Il faut comprendre que, par exemple, entre la Slovénie, qui est la plus développée, et le Kosovo, qui est le moins développé, on a un rapport au minimum, selon les domaines, mais qui peut aller de 1 à 4 ou de 1 à 7. Donc, c'est véritablement préoccupant. Chacun comprendra que un pays ne peut que difficilement fonctionner avec de telles inégalités de développement. Et il y avait en Yougoslavie un fonds yougoslave de contribution au développement des régions les moins développées. Et évidemment, les Slovènes et les Croates contribuaient à la hauteur de leurs moyens, plus que les autres, par conséquent, ce qui a fini par constituer un problème politique en Slovénie et en Croatie. En tout cas, ça nous fait tout un panel de nationalisme. La Yougoslavie a connu un miracle économique, on a appelé ça le miracle yougoslave, avec un indice de développement particulièrement important, 12% de croissance au début des années 60, c'était vraiment une croissance à 2 chiffres tout à fait impressionnante, mais cette croissance commence à octer à partir de 63. Et du coup, eh bien, ça déclenche, là aussi pour aller vite, un certain nombre de mouvements sociaux, parce qu'il faut bien comprendre qu'en Yougoslavie, les citoyens yougoslaves arrivent à un moment où, après avoir, pendant une vingtaine d'années, largement renoncé à leur confort personnel, à leur bien-être et à un niveau de vie décent, là, ils réclament leur dû. Ils disent clairement, pendant 20 ans, nous avons accepté de sacrifier nos revenus au profit du pays, mais là, maintenant, nous voulons en quelque sorte un retour sur investissement. Nous voulons un niveau de vie européen. Nous voulons accéder aux biens matériels, nous voulons notre part de bonheur sur Terre, en quelque sorte. Et cela va d'ailleurs avec une ouverture de la Yougoslavie à l'Occident. Il est évident que les choses sont liées. D'autre part, la Yougoslavie, évidemment, à mesure que l'économie est un peu en panne et commence à montrer des signes de faiblesse, utilise ce qui est là aussi très universel et classiquement utilisé, l'ouverture des frontières à l'émigration économique en guise de soupape de sécurité. Les chiffres officiels nous disent qu'environ 700 000 Yougoslaves sont partis à l'étranger. Les chiffres réels sont probablement beaucoup plus importants encore. Tous ces émigrés contribuent aussi à permettre aux Yougoslaves de savoir ce qui se passe à l'Ouest, de comprendre qu'on y vit matériellement mieux. Et donc tout cela provoque finalement des revendications. Et ces revendications vont être ouvrières, mais aussi étudiantes. La ligne du gouvernement est assez simple. C'est pour ça que les grèves vont avoir un visage particulier. Elles seront de très courte durée. Elles seront nombreuses, mais assez faibles en intensité parce qu'en réalité, la direction des entreprises cède presque immédiatement. Elle a pour directive de céder presque immédiatement parce que l'idéologie communiste yougoslave ne peut pas tolérer évidemment un mouvement de grève massif et long, ne peut pas tolérer que les ouvriers apparaissent comme opposants au régime, puisque par définition le régime est censé exister dans leur intérêt. Et donc ces grèves-là sont très courtes, de faible intensité et immédiatement satisfaites par des concessions assez importantes. Alors, ce qu'il faut tout de suite dire, c'est que cela contribue aussi à nourrir l'inflation yougoslave, inflation qui un jour
deviendra extrêmement importante et sera là aussi l'un des moteurs de la déflagration yougoslave. Quand elle deviendra hyperinflation à 4 chiffres dans la deuxième moitié des années 80, eh bien, il faudra se rappeler que, en partie, c'est lié aussi au fait que le régime a cédé systématiquement pour éviter un mouvement de masse et un mouvement important. Côté étudiant, eh bien, on voit apparaître un phénomène, je dirais, à la fois revendicatif et social, et en même temps culturel. Je m'explique. Revendicatif et social parce que, en fait, les étudiants réclament aussi des conditions de travail meilleures. Ils commencent à réclamer une égalité d'accession aux études qu'on leur avait promise et qu'on n'a pas honorée. Et ça commence à frapper certains esprits. Et puis surtout, ça peut paraître paradoxal, mais ils vont finir par sortir dans la rue en expliquant qu'ils veulent tout simplement que le Parti communiste honore ses promesses et son programme politique, c'est-à-dire en réalité plus de liberté, plus d'esprit critique et évidemment une forme d'égalité sociale. C'est pour ça qu'on verra les étudiants yougoslaves défiler dans les rues de Ljubljana, de Zagreb, de Belgrade. Souvent, ça étonne les regards occidentaux, avec des portraits de Tito. Alors, ça peut paraître étonnant quand on est contestataire, mais en fait, ils auront choisi très précisément les portraits avec lesquels ils défilent, non pas le portrait du leader du moment, mais le portrait du chef des partisans lorsqu'il était jeune et dans la résistance, ce qui est une manière de lui dire tu nous avais promis un certain nombre de choses que tu n'honores pas désormais, nous te rappelons ce que tu étais et ce que tu avais promis. D'autre part, les étudiants vont critiquer de manière très très puissante l'apparition d'une ce qu'ils appellent une bourgeoisie rouge, c'est-à-dire en fait une espèce d'aristocratie bureaucratique qui est devenue à leurs yeux une caste privilégiée et qui désormais se comporte exactement comme telle, ce qui est beaucoup critiqué par les étudiants, et cela effraie le pouvoir parce que le pouvoir garde le souvenir de cet opposant que l'Occident connaît très bien parce que il a fini par émigrer aux États-Unis et devenir un auteur d'ouvrages politiques très importants, à savoir Milovan Djilas, et qui lui-même, dès 53-54, parlait déjà d'une caste bureaucratique qui commençait à se comporter comme une caste privilégiée. Donc, le pouvoir laisse faire, ce qui va donner naissance à ce fameux printemps yougoslave de juin 68, non pas mai, mais juin 68. Et ce printemps yougoslave va faire trembler le pouvoir parce que effectivement, il y aura simultanément des grèves ouvrières, des manifestations ouvrières, et en même temps un mouvement étudiant très puissant, très populaire, soutenu par une bonne partie de la population. Et donc, le pouvoir va d'abord réagir de manière mesurée. Tito n'est pas Staline, justement, c'est un pragmatique, ce n'est pas un dogmatique. D'autre part, c'est un communicant hors pair. Il maîtrise parfaitement bien la radio et la télévision, il sait en user. Et ce qu'il va d'abord tenter de faire, c'est de rassurer les étudiants, de se montrer paternaliste, je dirais, au sens sympathique du terme, sur le mode je vous ai compris, je vais satisfaire vos exigences dans la mesure du possible, mais vous devez comprendre que vous ne pouvez pas continuer à défiler. À côté de cela, Tito va évidemment en coulisses tenter d'abord d'isoler le mouvement étudiant du mouvement ouvrier.
Donc, il va tout faire pour rompre les liens, il va tout faire pour tenter de montrer aux ouvriers que les étudiants sont en quelque sorte les enfants gâtés du régime et qu'ils n'ont pas du tout les mêmes intérêts qu'eux. En termes de communication, il va intercepter toutes les communications tentées par les étudiants en direction des ouvriers, à tel point que souvent, il coupera même physiquement le lien dans la mesure où il essaiera de maintenir chacun des deux mouvements dans son espace d'action, sans qu'il y ait communication possible, de telle sorte qu'au bout du compte, les deux mouvements eh bien, seront véritablement isolés. Il aura réussi à éviter la convergence, et d'autre part, ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que tous ces mouvements de masse, souvent deviennent assez rapidement des mouvements hétérogènes et complexes, c'est-à-dire que le message finit par se brouiller un peu. Et d'autre part, il va mener une opération, je dirais, d'épuration au sein même des partis communistes et croates et serbes, pour disqualifier les dirigeants. Dans le milieu universitaire, le pouvoir va s'en prendre aux leaders étudiants. C'est-à-dire que là aussi, il se conduit de manière très intelligente, machiavélique, mais très intelligente. Il ne va pas condamner le mouvement dans son ensemble, il va viser les leaders, et il va, encore une fois, les neutraliser, et avec une très grande sévérité, c'est-à-dire qu'il va leur enlever carrément le droit de rester à la fac, il va leur prendre leur passeport, parfois il y aura des emprisonnements, parfois des ennuis judiciaires graves, et il fera la même chose avec un certain nombre d'enseignants. Alors, là aussi, une caractéristique typiquement titiste, personne n'est supprimé physiquement, il n'y a pas ce côté-là, mais en revanche, ce sont des gens qui sont condamnés socialement à une traversée du désert assez terrible. En Serbie, le nationalisme est à ce point combattu qu'il n'ose même plus montrer le bout de son nez. En revanche, en Croatie, le mouvement étudiant va avoir un double visage. Il va avoir un visage revendicatif nationaliste, je dirais très identitaire, et un visage socialiste radical, c'est-à-dire ce qu'on appellerait, et à l'époque d'ailleurs on l'a appelé comme ça en Yougoslavie, gauchiste. L'élément qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est que cette armée est d'abord et avant tout communiste. Elle est vraiment attachée au marxisme yougoslave, marxisme autogestionnaire, et en outre, elle est yougoslaviste, profondément attachée à cet État souverain. C'est sûr qu'il faut avoir à l'esprit pour la comprendre. Elle est là pour défendre la souveraineté et l'intégrité territoriale de ce pays, je dis bien de ce pays dans sa globalité, et elle est là pour défendre un régime, c'est-à-dire le régime communiste. Voilà. Donc, au bout du compte, dans les années 60, elle n'est pas encore sur le devant de la scène, mais elle commence à percevoir ce qui se passe à l'ouest du pays comme quelque chose de potentiellement menaçant. Et on sait bien qu'ensuite, dans les années 80-90, son rôle va monter en gamme, parce qu'elle aura toujours cette posture de défense. La notion de national-communisme en Croatie, c'est qu'on a vu arriver au pouvoir une nouvelle génération de dirigeants qui a considéré que il ne fallait pas comprendre la notion de peuple au sens citoyen, mais au sens ethno-national. Et l'idée était de prétendre que pour être au plus près des intérêts de son peuple, ce que l'autogestion prétendait vouloir, il fallait du coup se retourner vers son peuple ethno-national, parce que c'était celui qu'on était censé le mieux comprendre. Et donc on voit monter au pouvoir une génération clairement nationaliste, communiste.
Donc, vraiment avec cette veine nationale communiste, et qui a ouvertement défendu donc l'autonomie de la Croatie, son identité nationale, son identité culturelle, en adhérant à tout ce qu'on avait évoqué précédemment, alors qu'ils étaient au sommet de la Ligue des communistes de Croatie. Cela, évidemment, a été condamné par Tito. D'autre part, Tito et vous voyez à quel point le souvenir de la Seconde Guerre mondiale fonctionne, et fonctionne notamment à cette époque, évidemment, d'autant plus qu'elle est proche de la guerre. Et Tito a prévenu les dirigeants croates en leur disant, écoutez, est-ce que vous voulez voir se réitérer la situation de la Seconde Guerre mondiale? Si vous commencez à tenir un discours de ce type-là, vous allez susciter la peur chez les Serbes de Croatie, et du coup, ça va évidemment déclencher un cercle vicieux que personne n'a envie de revoir. Donc, ce MAS a été décapité, ce mouvement de masse a été décapité, ses dirigeants évincés, et ça a été en fait un moment de rupture fondamental pour comprendre, je dirais, quelque chose qu'on doit probablement évaluer comme un divorce entre la Croatie communiste et la Yougoslavie. C'est-à-dire que jusqu'à cette époque-là, bon, il y avait des polémiques, il y avait des débats, il y avait des échanges, des désaccords, comme on les a décrits. Mais quand même, la Yougoslavie n'était pas contestée en tant que telle, plutôt prise comme un fait accompli. À ce moment-là, il y a une vraie rupture, un vrai divorce. Aujourd'hui, bon nombre de collègues croates considèrent que ça a été probablement le moment de rupture annonciateur des années 80 dans l'imaginaire collectif croate et dans la mémoire collective croate récente. Et côté serbe, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que on vit par ailleurs, et là on est dans une autre sphère, celle du pouvoir. On vit un moment privilégié, un moment tout à fait unique dans l'histoire de la Yougoslavie pendant ces années 66-72, où finalement il y a une forme d'alignement des planètes improbable, à savoir que en Slovénie à Ljubljana, en Croatie à Zagreb, en Serbie à Belgrade, il y a à ce moment au pouvoir une génération qui est grosso modo, si on oublie les nuances, d'accord pour que la Yougoslavie évolue vers un modèle confédéral. Et finalement, je dirais que des connexions commencent à se mettre en place entre ces trois grandes capitales provinciales. Et ces gens-là commencent à discuter sur une éventuelle évolution de la Yougoslavie vers, je dirais, ce fameux fédéralisme que réclamaient justement les Slovènes et les Croates. Et pour le coup, l'équipe serbe est d'accord, à quelques conditions près, en expliquant que, évidemment, si on évoluait vers un tel modèle, alors il faudrait que la Serbie ait exactement les mêmes droits que les autres, à savoir qu'il faudrait qu'elle ait elle aussi le droit d'être très autonome, qu'elle ne porte plus la charge morale, historique et politique de la Yougoslavie tout entière, parce que ça avait quelque chose de pratique pour les autres de dire c'est la faute à la Serbie à chaque fois. Et donc, on commençait à nouer un dialogue autour de cela, mais évidemment, cela ne plaisait pas au sommet du pouvoir communiste. Tito avait très peur d'un axe Ljubljana, Zagreb, Belgrade, qui lui ferait perdre sa couronne de chef charismatique. D'arbitre en dernière instance qu'il avait pris l'habitude d'être, et finalement il a détricoté aussi ce lien, et l'épuration à laquelle il s'est livré avait aussi probablement pour objectif d'éviter cette rencontre, cette convergence entre les trois républiques les plus importantes de la Yougoslavie. Les Occidentaux, en fait, ont très peu agi sur ces événements. Ils ont été spectateurs. En réalité, c'est surtout l'Europe de l'Est qui a été particulièrement, je dirais,
intéressée par les événements yougoslaves, observatrice des événements yougoslaves, dans la mesure où, de manière concomitante, on avait aussi les événements de Prague et de la Tchécoslovaquie. Donc, en réalité, tout cela a généré un intérêt réciproque très puissant entre la Tchécoslovaquie, la Pologne, la Hongrie, la Yougoslavie, parce que dans tous ces pays-là, il y avait des progressistes, des réformateurs au sein du Parti communiste, et un intérêt vraiment très marqué pour ce socialisme à visage humain, comme on l'a appelé en Tchécoslovaquie, sur cette notion d'échange et de circulation des idées. Il faut savoir que cette fenêtre de liberté que la Yougoslavie a connue dans les années 60 s'est notamment traduite par une contestation communiste intellectuelle très puissante, et notamment menée par un certain nombre de revues. La fameuse revue croate, mais qui finalement a acquis beaucoup plus de notoriété que simplement croate. Son envergure était largement yougoslave très rapidement, avec une rédaction qui s'est étoffée. La revue Praxis, qui a été la grande revue yougoslave de notoriété internationale, traduite en français, en anglais, en allemand, vendue d'autre part à l'étranger, et qui, en outre, a commencé à organiser dès 64 un séminaire d'été sur l'île croate de Korčula, séminaire d'été auquel on finit par venir régulièrement la plupart des grands penseurs marxistes mondiaux, y compris français, italiens, même nord-américains. Donc, ça a pris une énorme ampleur, et du coup, c'est devenu un lieu de réflexion que le pouvoir laissait fonctionner, parce que ça contribuait aussi à donner du titisme une image très sympathique. Donc, je dirais qu'en termes de relations internationales, c'était une façon intelligente de faire de la diplomatie culturelle et scientifique. Ça faisait partie du soft power titiste, clairement, hein, parce que, encore une fois, c'était un lieu d'échange où très majoritairement venaient des marxistes, mais où parfois on avait même des observateurs qui n'étaient pas nécessairement marxistes, mais qui venaient voir ce qui s'y passait, parce que c'était aussi de très belles factures, niveau intellectuel très élevé, avec vraiment de très grands philosophes, de très grands sociologues. D'une manière générale, les sciences humaines et sociales étaient largement représentées. Donc tout cela a créé évidemment des liens, du réseau, et tout cela a créé une grande communication, une grande émulation et des échanges autour de l'idée autogestionnaire, autour de cette idée d'un communisme à visage humain, autour d'une contestation possible et d'une forme de démocratie possible au sein du communisme. Alors, ça peut paraître très étrange pour un démocrate occidental de parler de démocratie quand un seul parti est au pouvoir, mais disons qu'aux yeux de ces marxistes, ça voulait dire liberté d'expression, liberté de penser et droit au combat d'idées. Donc, c'était un progrès tout à fait réel pour le bloc communiste, et la Yougoslavie a été vraiment l'un des cœurs battants de ces échanges. C'est pour ça qu'au moment de 68, je dirais que
à quelques semaines de l'invasion par le pacte de Varsovie de la Tchécoslovaquie, il était évident que les Tchèques regardaient vraiment de très près ce qui se passait en Yougoslavie, les Hongrois, les Polonais également. Et pour avoir beaucoup travaillé justement sur la circulation des idées marxistes yougoslaves et les liens qui existaient entre les Tchèques, les Yougoslaves, les Polonais et les Hongrois, eh bien, on voit les Tchèques, les Polonais, les Hongrois très, très fréquemment contribuer aux revues yougoslaves, écrire un article de ci, de là. Donc, ça montre bien que les liens étaient très forts. Et de la même façon, tout à fait logiquement, les Yougoslaves ont été très attentifs à ce qui se passait à Prague à partir d'août 68. Et ils ont été en première ligne pour condamner l'intervention soviétique, condamner l'intervention du pacte de Varsovie et soutenir justement ce communisme à visage humain incarné par Dubček. La Yougoslavie a de l'influence à ce moment-là, et d'ailleurs l'influence qu'elle a se traduit aussi dans la sphère du non-alignement, parce qu'on voit bien que les Yougoslaves réussissent à tenir la dragée haute à l'Union soviétique, réussissent quand même à se différencier, à se distinguer, ce qui va largement contribuer à son rayonnement international, à sa notoriété, et notamment dans les pays justement non alignés ou dans les pays susceptibles de le devenir, c'est-à-dire le tiers-monde, comme on le désignait à cette époque-là, que ce soit l'Afrique ou l'Asie, ou même l'Amérique latine. D'une part, Tito va, une fois qu'il a eu fini d'épurer, placer à la tête des partis communistes locaux des gens loyaux, fidèles, obéissants. Ça, ce sera très important parce que ça contribuera en fait à probablement enlever une part de légitimité au communisme auprès de l'opinion publique, parce que forcément, ces gens-là n'ont plus du tout l'envergure qu'avaient les leaders historiques du parti. On entre dans une phase qu'on pourrait presque appeler une phase conservatrice, une phase d'anonymisation du pouvoir, d'homogénéisation du pouvoir, où Tito instaure une sorte de bonapartisme tranquille. Certains ont qualifié ça de brejnevisme, c'est-à-dire que voilà, on a un modèle conformiste, on a un modèle conservateur, on a un modèle où, au bout du compte, Tito a réussi à instaurer l'idée que le politique, c'était lui, mais qu'en échange, il acceptait de faire des concessions sur l'autonomie économique, l'autonomie culturelle, et cela débouche sur la fameuse constitution de février 1974, où la Yougoslavie va effectivement évoluer vers un modèle fédéral plus poussé, avec une autonomie économique et culturelle plus forte de chacune de ses composantes, mais en même temps, un pouvoir au sommet très fort, qui s'est recroquevillé sur une forme de conservatisme autoritaire et qui, du coup, exerce ce qu'on pourrait presque appeler une forme de bonapartisme. Les corps intermédiaires ont quasiment, de fait, disparu. Ils existent institutionnellement, mais leurs pouvoirs sont purement théoriques. Ce qui est extrêmement grave, parce que là, on a finalement un autre élément de la fragilité yougoslave. Tito devient la clé de voûte du système, et on sait ce qu'il en est des clés de voûte uniques. Lorsqu'elles disparaissent, l'édifice s'effondre. D'ailleurs, il est nommé président à vie par cette constitution de 74, ce qui est aussi très préoccupant, parce que se pose la question de sa succession. Or, il est vieux déjà à ce moment-là. À désorganiser l'économie yougoslave,
à désintégrer au sens où c'est contraire à l'intégration économique du pays. Il va induire une forme de désintégration économique du pays à force d'autonomisation. Et finalement, la Yougoslavie va évoluer, même de son vivant, vers un espace où chacune des entités va devenir à ce point autonome qu'elle va fonctionner quasiment de manière indépendante. Et par exemple, on va voir la Slovénie décider elle-même de son propre chef, de plutôt favoriser une infrastructure routière orientée vers l'Italie et l'Autriche plutôt que l'intérieur de la Yougoslavie. Alors Tito va mettre le holà et exercer son droit de veto, mais ça a failli se faire. Ça montre bien que c'est comme ça qu'on a compris les choses. Finalement, c'est un système qui déshabille le pouvoir fédéral et qui procède à un transfert de compétences et de pouvoir vers les républiques. Et ça, ça va devenir aussi un élément de crise, parce que ça veut dire concrètement que sur le plan économique, sur le plan institutionnel, on est en train de défaire finalement tous les pouvoirs régaliens fédéraux. On est en train de priver la fédération de tous ses pouvoirs régaliens et de transférer ça vers les républiques. Lorsqu'un jour le pouvoir fédéral voudra tenter, notamment dans les années deuxième moitié des années 80, Ouais. le pouvoir du Premier ministre Ante Marković tentera de sauver la Yougoslavie, eh bien, il aura de beaux projets, il tentera des choses, mais il n'aura plus aucun moyen, aucun levier institutionnel pour exercer son autorité sur les républiques. Donc, ça ne marchera pas. Autre point fondamental qui va constituer aussi un élément de crise, c'est la souveraineté de chacune des républiques, à l'exception de la Serbie. Parce que la Serbie a une situation particulière. Et ça, c'est essentiel à comprendre pour mieux cerner l'évolution des années 80. En effet, en réalité, les choses ont commencé dès les années 60. Déjà, avec la Constitution de 63, on évolue vers un peu plus d'autonomie des provinces autonomes de Serbie, c'est-à-dire Voïvodine, Kosovo. Et puis, il va y avoir toute une série d'amendements pendant les années 60 qui vont aller dans ce sens. Et finalement, la Constitution du 21 février 1974 va véritablement enfoncer le clou et elle va instaurer une souveraineté de la Serbie très limitée sur ses provinces, à telle enseigne que les provinces vont devenir quasiment des petites républiques. Et on verra parfois le Kosovo s'unir à la Croatie et à la Slovénie pour voter contre les positions de la Serbie. Et cela va être très mal vécu, très mal toléré par la population serbe. Et pour le coup, c'est intéressant parce que je dirais qu'il y aura sur cette question-là une forme de consensus qui traversera complètement le spectre politique serbe, depuis les plus modérés jusqu'aux plus radicaux nationalistes. Cette question-là, eh bien, unira le peuple serbe contre cette idée d'absence de souveraineté de la Serbie sur ses propres provinces. Et on va voir d'ailleurs au début des années 80 cette peur serbe se concrétiser puisque les premières manifestations ouvertes des Albanais du Kosovo, notamment en avril 81, eh bien, réclameront justement le statut de république pour le Kosovo et le statut de peuple constitutif pour les Albanais, ce qui voudrait dire perte totale de la souveraineté de la Serbie sur sa province du Kosovo. La mort de Tito va finalement, je dirais, ouvrir la boîte de Pandore et libérer les mauvais génies yougoslaves, non pas parce que Tito était à ce point vénéré, adulé que les Yougoslaves se sont effondrés après sa mort. Tout le monde l'attendait
puisqu'il était vieux. Tout le monde savait qu'il s'agissait d'un vieux dictateur et rares étaient ceux qui, franchement, souhaitaient que ça continue comme ça pendant des décennies encore. Mais le problème, c'est que les Yougoslaves étaient tout aussi conscients du fait qu'il était cette fameuse clé de voûte unique. Et donc, on voit bien d'ailleurs, parce qu'on a des sources iconographiques, on voit bien à quel point, au moment de ces funérailles, les gens semblent inquiets, anxieux, non pas parce qu'ils le pleurent, mais parce qu'ils savent très bien que après ces funérailles, ce serait la tempête. Et ce serait la tempête parce que on se retrouvait dans cette situation institutionnelle assez complexe et menaçante. D'une part, la clé de voûte avait disparu. D'autre part, on se retrouvait avec un héritage institutionnel qui, en lui-même, portait sa fragilité. Il n'avait pas de successeur et, en guise de successeur, il s'agissait d'une présidence collégiale. Ça veut dire que, en fait, chaque république yougoslave, il y en avait 6, plus les 2 provinces autonomes, désignait un représentant à la présidence. Donc, ça faisait 6 plus 2, 8. Et en outre, il y avait un président de la présidence, de façon à ce qu'il y ait un nombre impair et que ne puisse pas y avoir de situation d'égalité absolue qui bloque le système. Puisque, à force de, je dirais, délégitimer, désacraliser, décrédibiliser la Yougoslavie et l'idée même de citoyenneté yougoslave, eh bien, on se retrouvait avec, en l'occurrence, des présidents présents dans la présidence collégiale qui représentaient surtout leur république et pas véritablement prioritairement la Yougoslavie. Donc, ça faisait plutôt une addition d'intérêts nationaux égoïstes qu'une présidence yougoslave. Et il est clair que ce qui est apparu assez rapidement, c'est qu'on avait affaire à une institution présidentielle où chacun défendait son quant à soi, où en réalité tout le monde se méfiait de tout le monde, le degré de défiance était énorme, et finalement la seule chose à laquelle ça aboutissait, c'était une forme de neutralisation mutuelle et donc de paralysie institutionnelle. En Croatie, vous avez un territoire, la République de Croatie, mais sur ce territoire, vous avez en réalité 2 peuples constitutifs, et ça, c'est très important à comprendre. D'ailleurs, la meilleure illustration qu'on puisse donner de cela, c'est qu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les responsables politiques croates ont proposé une constitution des Croates, et ils ont été retoqués par le Conseil constitutionnel qui leur a dit non, sur votre territoire, vous avez 2 peuples constitutifs, les Croates, les Serbes. Donc, vous ne pouvez pas proposer une constitution des Croates. Il faut que ce soit une constitution de la Croatie. Voilà. Et tout cela était arbitré parce qu'il y avait Tito. Désormais, il n'y a plus Tito. Et désormais, la tentation est grande, par exemple, pour les Croates, eh bien, de préférer la définition territoriale de la fédération en disant la Croatie, ce sera l'État-nation des Croates. Mais alors, le problème, évidemment, ce sont les Serbes de Croatie. Attention, il faut bien avoir à l'esprit qu'on n'a pas affaire à une population qui est arrivée là récemment, une population immigrée, mais on a affaire à une population autochtone qui est là au moins depuis le XVIIe, XVIIIe siècle. C'est-à-dire que là, on a affaire à des gens qui sont les descendants de populations serbes arrivées sur ce territoire à la fin du XVIIe, début XVIIIe. Donc, ce sont des gens qui ne se considèrent pas du tout comme nouvel arrivants. D'autre part, constitutionnellement, on leur a donné à comprendre depuis toujours, depuis 1945, qu'ils étaient l'un des peuples constitutifs. Et en réalité, ils vivent leur présence en Croatie comme un peuple constitutif et la Croatie comme une république binationale. Et du coup, lorsque les Croates vont commencer à mettre en avant la souveraineté de la Croatie, la possibilité qu'elle puisse se séparer, eh bien, les Serbes, à l'inverse, diront qu'à cela ne tienne,
vous parlez de sécession et vous prenez en considération la définition territoriale de la Fédération yougoslave. Donc, pour vous, la sécession va porter sur le territoire, mais nous choisissons de considérer la fédération comme fédération des peuples, et auquel cas, la sécession portera sur les peuples. Et donc, le peuple serbe va faire sécession. Le problème, c'est que les Serbes constituent le peuple majoritaire dans l'espace yougoslave. En plus, il est très dispersé, véritablement depuis la Slovénie jusqu'à la Macédoine, mais surtout en Bosnie et en Croatie. Et donc, si on se retrouve dans ce schéma où on a affaire à un peuple serbe qui dit très bien, sécession, mais alors sécession des peuples, eh bien, c'est ingérable parce que on a une peau de panthère, parce que les Serbes sont très présents en Croatie, et puis parce que du coup, ça veut dire finalement un boulevard vers la guerre. Voilà. Et donc, vous comprenez bien qu'on se retrouve dans une situation de crise, justement au début des années 80, et en particulier à partir de la seconde moitié des années 80, où tous ces éléments-là remontent à la surface, commencent à interagir dans le sens du pire, et par ailleurs, comme on le disait précédemment, eh bien, les peuples qui ne sont pas considérés statutairement comme peuple constitutif, mais minorité nationale, en l'occurrence les Albanais, eh bien, eux veulent absolument accéder à un autre statut. Vous voyez bien que la suite logique de cette évolution, c'est effectivement la revendication de peuple constitutif et la revendication de ce territoire du Kosovo, que les Serbes considèrent, comme chacun le sait, comme étant une partie intégrante historiquement de la Serbie. Voilà. Et tous ces éléments-là vont contribuer à déjà commencer à donner des années 80 une tonalité particulière. Pour les années 90, je pense que on a souvent considéré que les années 90, bon, sous un effet, je dirais, médiatico-politique, ont été dans l'espace yougoslave, bien évidemment, comme chacun le sait, des années de guerre, mais des années de guerre régies par la volonté d'extermination des uns par les autres. Je pense qu'il faut faire très attention parce qu'à force d'amalgame, on finit par mal comprendre les choses. À mon sens, justement, toute l'histoire de la Yougoslavie montre bien que, en réalité, le problème central, crucial pour la Yougoslavie, ça a été, d'une part, sa carte démographique, à savoir qu'on a des peuples qui sont véritablement imbriqués géographiquement, je dirais vraiment jusqu'à l'échelle la plus petite. Je veux dire que jusqu'au cœur des villages, on a des populations qui s'imbriquent. Autrement dit, la Yougoslavie, ça n'était vraiment pas l'espace européen où il fallait développer la notion d'État-nation. De ce fait-là, peu importe, je dirais, l'a priori politique, dans l'absolu, toute chose égale par ailleurs, la Yougoslavie était une solution intéressante parce qu'elle rassemblait tout cet espace complexe dans une même entité. Ça résolvait beaucoup de choses. Même si c'était imparfait, ça résolvait beaucoup de choses. Parce que quand on a commencé à vouloir tracer les frontières, ça a donné ce que l'on sait. C'est le premier point. Et justement, ce qui est intéressant, c'est qu'on s'aperçoit que les nationalistes, en fait, puisqu'ils avaient affaire à une non-correspondance fatale entre les territoires qu'ils voulaient voir transformés en États-nations et la répartition des populations, eh bien, ils se sont engagés dans un processus terrible et très inhumain qui consistait à faire correspondre justement les limites des territoires avec la limite de la répartition des peuples. Et c'est pour ça que je dis souvent, notamment à mes étudiants, il faut faire attention, ce n'est pas une guerre d'extermination comme les nazis l'ont menée dans le cadre de la Shoah, c'est une guerre
en fait, de déplacement de population forcé, avec la volonté de redessiner les cartes. Alors évidemment, ce processus-là, par définition, est un processus inhumain, brutal. Il est évident qu'il s'accompagne, et il s'est accompagné malheureusement, d'exactions multiples, mais ces exactions-là n'étaient pas, je dirais, la motivation première. Il n'y a pas cette volonté d'anéantissement de l'autre qui serait à la base du processus. En fait, à l'initiative du processus, il y a vraiment cette volonté, tout aussi diabolique probablement, mais en tout cas cette volonté de redessiner la carte. Les guerres yougoslaves des années 90 ont surtout été des guerres justement de déplacement forcé de population, destinées à redessiner les cartes des territoires et des populations. Et c'était vraiment l'objectif des nationalistes, à telle enseigne qu'on le voit bien, et c'est ce qui frappe. Bon, on a beaucoup insisté sur la responsabilité et la culpabilité à juste titre des Serbes. En revanche, on a oublié quand même de signaler que, par exemple, durant l'été 94, lorsqu'on a déclenché l'opération Tempête des Croates, eh bien, cette fois, ce sont les Croates qui ont massivement jeté les Serbes de Croatie sur les routes de l'exil, environ 300 000 au bas mot. Donc, ça veut dire qu'ils ont opéré un nettoyage ethnique. D'autre part, on oublie souvent publiquement de parler du nettoyage ethnique perpétré par les Albanais à l'encontre des Serbes, des Monténégrins, des Roms au Kosovo. Donc, on voit bien que, en réalité, malheureusement, tous les nationalistes ont fait le choix de ce déplacement de population forcé avec comme objectif de redessiner la carte des territoires et des populations. Ce qui, je pense, caractérise vraiment pleinement ces années 90, au-delà des sensibilités des uns des autres, au-delà du débat sur qui a commencé, qui est coupable, qui ne l'est pas. Moi, ce qui me frappe, c'est véritablement que ces états-majors nationalistes eh bien, avaient ces projets-là depuis bien longtemps et manifestement, ils ont eu le dernier mot pour les réaliser sur le terrain. Ce qui est très intéressant, c'est que sur le plan politique, il ne reste rien. Ça, c'est important de le préciser. Je pense que la mémoire douloureuse de ces années terribles est trop récente, trop forte, trop douloureuse pour que quiconque pense éventuellement à reconstituer un semblant d'union. En revanche, et c'est paradoxal, dans la sphère, je dirais, culturelle, dans la sphère des relations humaines, même, je dirais, au niveau le plus simple des gens, eh bien, on est depuis longtemps déjà en train de retisser du lien. On recommence à se parler dans les Balkans, à échanger dans les Balkans, et puis ça devient vrai aussi sur le plan économique, bien évidemment. Du coup, on commence même à voir apparaître, et c'est peut-être l'un des grands paradoxes, ce qu'on a pris l'habitude d'appeler une certaine forme de Yougo-nostalgie, qui est liée à la mémoire collective de la douceur de vivre yougoslave dans les années 60, opposée à la situation que connaissent aujourd'hui les États issus de la Yougoslavie, même la Slovénie ou la Croatie,
où les questions sociales sont réelles. C'est-à-dire que ça aussi, ce serait intéressant de se demander pourquoi les médias occidentaux n'évoquent jamais les problématiques sociales dans ces pays qui ont rejoint à l'époque la CE, devenue l'UE. En fait, on s'aperçoit, bon, par exemple, récemment, je suis allé en Croatie et sur une question très précise, à savoir le tourisme de masse, la Croatie a fait le choix d'un tourisme de masse, mais haut de gamme, ce qui fait que les Croates eux-mêmes, les simples Croates, n'accèdent quasiment plus à leur propre littoral, ce qui crée un très fort ressentiment. Et sur une question comme celle-là, eh bien, vous entendez les gens vous dire bah, on regrette franchement cette époque yougoslave où la santé était gratuite, où les études étaient gratuites, où on pouvait, même quand on était relativement modeste, eh bien, accéder au tourisme, au moins à proximité de chez soi, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Et donc, oui, ça commence à faire réfléchir bon nombre de personnes. Et d'autre part, bien sûr que des pays comme la Slovénie ou la Croatie, mais en particulier en Croatie, se posent des questions sur leur place en Europe. Quel poids un pays comme la Croatie a-t-il face aux grands Européens que sont la France, l'Allemagne, etc. Donc, ils ont quitté une fédération où souvent ils se plaignaient de l'hégémonisme serbe pour arriver dans une Union européenne où manifestement, comme disait Coluche, les uns sont plus égaux que les autres, ce qui pose, ce qui pose carrément problème quand on sait la démarche qui a été la leur. Donc, je dirais que on est dans une situation transitoire où à la fois on reste impressionné et effrayé par ce passé récent, et en même temps, je dirais, les gens se rappellent quand même les aspects positifs de la Yougoslavie. À terme, je pense que si un jour, et je pense que on est nombreux à le souhaiter, l'ensemble des Balkans occidentaux devenaient européens au sens de UE, beaucoup de choses se tisseraient à nouveau et continueraient de se tisser ou de se retisser.